L'ancien Premier ministre du Congo, capturé alors qu'il fuyait vers l'intérieur du pays, ne montre aucune émotion. Ce n'est peut-être que la fin d'un chapitre, mais pas encore la fin de l'histoire du Congo. L'Afrique est un continent d'une immense beauté et d'une grande richesse culturelle, mais elle a aussi été le théâtre de drames politiques intenses. Tout au long de l'histoire africaine, de nombreux dirigeants ont connu des fins tragiques en raison de l'instabilité politique et de rivalités malsaines. Beaucoup de leaders africains ont été victimes d'assassinats violents après être devenus la cible de complots secrets, de coups d'État militaires et de conspirations mortelles. Rejoignez-nous pour explorer les détails bouleversants de 20 présidents africains qui ont été brutalement assassinés de manière des plus dangereuses. Numéro 20, Thomas Sankara. Thomas Sankara est né sous le nom de Thomas Isidore Noël Sankara le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta française. Devenu Premier ministre en 1983, il s'est rapidement heurté au gouvernement en place, ce qui a conduit à son emprisonnement. Pendant cette période, ses partisans ont mené un coup d'État pour prendre le pouvoir, obtenant un large soutien populaire plus tard cette année-là. À seulement 33 ans, Sankara est devenu président de la Haute-Volta et a lancé une série de réformes sociales, environnementales et économiques. Il a renommé le pays Burkina Faso, signifiant « terre des hommes intègres », en opposition à son passé colonial. Ses citoyens sont alors devenus les Burkinabés, ce qui signifie « les hommes intègres ». Sa politique étrangère était axée sur la lutte contre l'impérialisme. Il a rejeté les prêts et les capitaux d'organisations comme le FMI, tout en acceptant avec précaution certaines aides étrangères pour stimuler les revenus nationaux et réduire la dépendance extérieure. À l'intérieur du pays, Sankara s'est attaché à prévenir les famines, à développer l'agriculture, à réformer la propriété foncière et à abolir les taxes rurales. Ces initiatives comprenaient des campagnes nationales d'alphabétisation, des campagnes de vaccination contre des maladies comme la méningite et la rougeole, ainsi qu'une large distribution de vaccins aux enfants. Il a supervisé la construction d'écoles, de centres de santé, d'infrastructures hydrauliques et de projets de développement à travers le pays. Pour lutter contre l'érosion des sols, il a lancé un vaste projet de reboisement, avec plus de 10 millions d'arbres plantés dans la région du Sahel. De plus, Sankara a interdit des pratiques néfastes telles que l'excision, les mariages forcés et la polygamie. Pour réduire les dépenses publiques et se rapprocher du peuple, il a ordonné la vente des véhicules et propriétés de luxe appartenant à l'État, interdit la climatisation dans les bureaux et résidences des fonctionnaires et mis en place des comités inspirés du modèle cubain pour impliquer les communautés locales. Malgré sa popularité parmi les classes défavorisées et une grande partie des Burkinabés, Sankara s'est attiré l'opposition de l'ancienne classe dirigeante, des chefs traditionnels et des gouvernements français et ivoiriens en raison de ses politiques radicales. Le 15 octobre 1987, il a été assassiné par des soldats dirigés par Blaise Compaoré, qui a ensuite pris le pouvoir au Burkina Faso. Numéro 19, Amilcar Cabral. Amilcar Lopez Cabral est né le 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée portugaise, aujourd'hui la Guinée-Bissau. Pendant son séjour à Lisbonne, il s'est engagé dans des mouvements étudiants opposés à la dictature portugaise et plaidant pour l'indépendance des colonies africaines. De retour en Afrique en 1953, Cabral a mené une vaste enquête agricole en Guinée portugaise, parcourant plus de 60 000 kilomètres. En 1956, il a fondé le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, visant à libérer le pays du joug colonial portugais. Il a également contribué à la création du MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, la même année. Jusqu'à sa mort en 1973, Cabral a dirigé avec succès une campagne de guérilla contre la domination portugaise, devenant une figure centrale de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. Pour préparer la guerre d'indépendance, il a mis en place des camps d'entraînement au Ghana avec le soutien de Kwame Nkrumah. Il a formé ses officiers non seulement à la guerre, mais aussi aux techniques agricoles, comprenant que la production alimentaire durable était essentielle pour soutenir les soldats et les civils. Sous son commandement, les combattants du PAIGC ne se contentaient pas de mener la guerre. Ils participaient aussi à l'agriculture aux côtés des paysans locaux.
Cabral a mis en place un système commercial permettant d'offrir des biens essentiels à des prix inférieurs à ceux des magasins coloniaux. Il a aussi fondé des hôpitaux mobiles pour soigner les combattants et les civils, obtenant des fournitures médicales de l'URSS et de la Suède. Malgré ses efforts, Amilcar Cabral a été assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry, en Guinée, par son ancien rival du PASC, Inocencio Cani, avec la complicité d'un autre membre du parti. Numéro 18. Robert Guéhi. Robert Guéhi est né le 16 mars 1941 à Kabakouma. Il a passé sa carrière dans l'armée et sous la domination française, il a reçu une formation dans des écoles militaires à Ouagadougou et à Saint-Cyr en France. Il était un fervent soutien du président Félix Houphouët-Boigny, qu'il a nommé chef de l'armée après une mutinerie en 1990. Cependant, après la mort de Houphouët-Boigny en 1993, Guéhi s'est éloigné du nouveau dirigeant, Henri Konan Bédié. En octobre 1995, Guéhi a refusé de déployer ses troupes pour régler un différend politique entre Bédié et le chef de l'opposition, Alassane Ouattara, ce qui a conduit à son limogeage de l'armée. Lors d'un coup d'État le 24 décembre 1999, Bédié a été renversé. Bien qu'il n'ait pas participé directement au coup, Guéhi a été persuadé de sortir de sa retraite pour diriger la junte jusqu'aux élections suivantes. Il a assumé la présidence le 4 janvier 2000. Lors de l'élection présidentielle d'octobre 2000, Guéhi s'est présenté en tant que candidat indépendant et n'a autorisé qu'un seul opposant, Laurent Gbagbo, à se présenter contre lui. Guéhi a perdu de manière décisive face à Gbagbo, mais a refusé d'accepter les résultats, entraînant des protestations généralisées qui ont conduit à l'accession de Gbagbo au pouvoir. Après s'être réfugié à Guiglo, près de la frontière libérienne, Guéhi est resté une figure politique importante. Il a participé à un forum de réconciliation en 2001 où il a accepté de soutenir les processus démocratiques. Cependant, il s'est retiré de cet accord en septembre 2002. Le 19 septembre 2002, aux premières heures de la guerre civile, dans le quartier de Cocody à Abidjan, Guéhi, son épouse Rose Doudou Guéhi et leurs enfants ont été assassinés dans des circonstances mystérieuses, apparemment par des forces loyales à Laurent Gbagbo. Numéro 17. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 dans ce qui était alors la colonie allemande du Togoland, est une figure clé du cheminement du Togo vers l'indépendance. Homme instruit et animé d'une vision claire pour un Togo prospère sans contrôle colonial, Olympio a étudié à Londres et a brièvement travaillé aux États-Unis avant de retourner dans son pays natal. Il était déterminé à libérer son pays du colonialisme français. Son leadership l'a rapidement hissé au rang de figure centrale du mouvement pour l'indépendance du Togo. Connu pour son approche active et ses discours convaincants, il a efficacement mobilisé la population pour mettre fin à la domination française. En 1960, le Togo est devenu indépendant et Olympio en est devenu le premier président. Cependant, l'indépendance a apporté son lot de défis. Olympio devait unir un pays divisé par son passé colonial et bâtir une économie solide à partir de rien. Sa politique de centralisation a exclu certains membres de l'armée togolaise, notamment ceux issus de l'ancienne armée coloniale française. Au début de l'année 1963, le mécontentement grandissait, alimenté par des difficultés économiques et des griefs des groupes militaires exclus. Ce climat de tension a conduit à un coup d'État militaire le 13 janvier 1963. Cherchant refuge à l'ambassade des États-Unis, Olympio s'est vu refuser l'entrée. Il a été capturé et assassiné juste devant l'ambassade, devenant ainsi le premier chef d'État africain renversé lors d'un coup d'État. Numéro 16, François Tombalbaye. François Tombalbaye, né le 15 juin 1918 dans le sud du Tchad, est devenu un symbole d'espoir pour un pays aspirant à se libérer de la domination coloniale. Il a débuté son éducation dans des écoles missionnaires avant de se former comme enseignant, ce qui lui a permis de développer une compréhension profonde des enjeux locaux et du pouvoir de l'éducation. À mesure que le Tchad se rapprochait de l'indépendance vis-à-vis de la France, le leadership de Tombalbaye s'est rapidement fait remarquer. Il a joué un rôle clé au sein du Parti progressiste tchadien, PPT, qui a été déterminant dans la marche du pays
vers l'indépendance. En 1960, lorsque le Tchad a obtenu son indépendance, Tombal Bey est devenu son premier président, grâce à sa popularité et à ses compétences perçues. Cependant, sa présidence a été marquée par de nombreux problèmes. Son objectif de moderniser et d'unifier le Tchad était clair, mais ses méthodes étaient souvent perçues comme autoritaires. Il a réprimé l'opposition, restreint les libertés et utilisé des pratiques traditionnelles comme les rites d'initiation pour renforcer l'unité et la loyauté. Sa politique, jugée favorisant le Sud chrétien au détriment du Nord musulman, a aussi créé des tensions. Au début des années 1970, le Tchad était en proie à des troubles croissants. Des groupes rebelles du Nord ont commencé à s'opposer activement à son régime. En réponse, Tombal Bey a alterné entre répression brutale et tentative d'apaisement, allant même jusqu'à changer son prénom chrétien, François, en un nom africain, Ngarta, pour renforcer son image nationale. Cependant, ces actions n'ont pas suffi à stabiliser le pays. Le 13 avril 1975, les tensions ont conduit à un coup d'État militaire. Tombal Bey a été arrêté puis assassiné rapidement, mettant fin à ses 15 années de règne. Numéro 15. Samuel Doe. Samuel Canyon. Doe est né le 6 mai 1951 à Tuzon, un petit village du comté de Grand-Gédé. En 1990, Samuel Doe, ancien président du Libéria, a connu une fin tragique pendant les premiers jours de la guerre civile libérienne. Il a été capturé par les forces rebelles dirigées par Prince Wally Johnson le 9 septembre 1990. Doe avait été convoqué au quartier général de l'Ecomog pour ce qui était censé être une réunion sécurisée, loin de toute menace rebelle. Cependant, la situation a basculé lorsque des forces rebelles lourdement armées ont profité d'un changement de garde. Les soldats de la paix nigérians bien équipés ont été remplacés par un contingent gambien moins préparé. Les hommes de Johnson ont rapidement pris le contrôle, désarmant la garde de Doe avant de les exécuter, malgré des promesses de sécurité. Doe s'est retrouvé en grand danger. Dans un acte brutal et cruel, Johnson a ordonné que ses oreilles soient coupées, croyant ainsi neutraliser d'éventuels pouvoirs mystiques protecteurs. Enchaîné, il a ensuite été torturé, perdant ses doigts et ses orteils dans d'atroces souffrances. Après 12 heures de torture, Samuel Doe a été assassiné le 9 septembre 1990. Numéro 14. Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye est né le 28 mars 1953 dans la communauté de Nyabihanga, au Rwanda-Urundi. Il a joué un rôle majeur dans la politique du Burundi et a marqué l'histoire en 1993, en devenant le premier président élu par le peuple lors d'un transfert pacifique du pouvoir depuis l'indépendance du Burundi vis-à-vis de la Belgique en 1962. En tant que membre de l'ethnie Hutu, son élection était d'autant plus significative que le Burundi avait longtemps été dirigé par la minorité Tutsi. Ndadaye représentait une rupture nette avec les dirigeants traditionnels du pays. En tant que président, il a travaillé avec acharnement pour favoriser l'unité nationale et combler les profondes divisions ethniques qui avaient déchiré le Burundi. Il s'est notamment attaché à intégrer davantage la majorité Hutu dans les forces armées et l'administration, des domaines où ils avaient été largement exclus. Cependant, son mandat a été très court. Le 21 octobre 1993, seulement quelques mois après son élection, il a été assassiné lors d'une insurrection militaire menée par des soldats majoritairement Tutsis. Bien que ce soulèvement n'ait pas abouti à une prise de pouvoir, il a coûté la vie à Ndadaye et a aggravé les tensions ethniques dans le pays. Numéro 13. João Bernardo Vieira. Le parcours politique de João Bernardo Vieira en Guinée-Bissau a été une succession de succès et d'échecs. Né le 27 avril 1939 à Bissau, Vieira a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance face à la domination portugaise. Il s'est distingué comme stratège militaire et proche conseiller du leader du mouvement de libération, Amilcar Cabral. Ses compétences sur le champ de bataille et son leadership l'ont rapidement propulsé sur la scène politique. Après l'assassinat de Cabral en 1973 et l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1974, Vieira a dû faire face à de nombreux défis. En 1980,
Profitant du mécontentement généralisé contre le président Luis Cabral, Vieira a orchestré un coup d'État pacifique lui permettant de prendre le pouvoir. Il a gouverné pendant près de 20 ans, faisant de lui l'un des dirigeants africains les plus durables. Au départ, il s'est concentré sur la reconstruction du pays, ravagé par la guerre, mais son règne a rapidement été marqué par des accusations de violation des droits humains, de répression politique et de mauvaise gestion économique. L'économie de la Guinée-Bissau reposait principalement sur l'exportation de noix de cajou, ce qui la rendait vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. L'incapacité de Vieira à diversifier l'économie, combinée à des soupçons de corruption, a aggravé les difficultés du pays. La fin des années 1990 a été particulièrement difficile pour Vieira et la Guinée-Bissau. En 1998, une guerre civile a éclaté entre les forces gouvernementales et une faction militaire, ce qui a conduit à son éviction en 1999 et à son exil au Portugal. Contre toute attente, il est revenu au pouvoir en 2005 après avoir remporté l'élection présidentielle. Son second mandat fut cependant de courte durée. Le 2 mars 2009, il a été assassiné en représailles après le meurtre du chef d'état-major de l'armée, marquant la fin violente de son parcours politique. Numéro 12, Richard Ratsimandrava. Richard Ratsimandrava est né le 21 mars 1931 et appartenait à l'ethnie Mérina de Madagascar. Après avoir obtenu son diplôme de la prestigieuse Académie militaire française de Saint-Cyr, il a servi dans plusieurs territoires sous domination française en Afrique. Lorsque Madagascar a obtenu son indépendance en 1960, Ratsimandrava est rentré dans son pays natal et a rejoint l'armée nationale, gravissant rapidement les échelons jusqu'au grade de lieutenant-colonel en 1968. En 1972, le président Gabriel Ramanantsoa a mis en place un gouvernement militaire, remplaçant l'administration précédente dirigée par Philibert Tsiranana. Pendant cette période, Ratsimandrava a été nommé ministre de l'Intérieur. Cependant, l'armée était marquée par des tensions et des manipulations internes. Plusieurs hauts gradés ont influencé les événements politiques, ce qui a conduit à l'éviction du président Ramanantsoa le 5 février 1975. 6 jours seulement après sa prise de fonction, Ratsimandrava a été assassiné à 20 heures, alors qu'il rentrait du palais présidentiel à son domicile. Le nouveau comité militaire ayant pris le contrôle du pays a annoncé sa mort, affirmant qu'il avait été tué par des membres des forces républicaines de sécurité, en particulier le groupe mobile de police, genre GMP, une unité dissoute par son prédécesseur. Numéro 11. Ibrahim Barré Maïna Sara. On ne peut pas parler de la situation politique du Niger dans les années 1990 sans évoquer l'influence d'Ibrahim Barré Maïna Sara. Né le 9 mai 1949, son parcours de militaire à président a été marqué par des changements et des controverses dans un climat politique instable. L'ascension de Maïna Sara au pouvoir est étroitement liée à l'armée. Alors qu'il servait dans les forces armées, il a occupé plusieurs postes, notamment dans des missions de maintien de la paix et des rôles administratifs importants. Cependant, la crise politique au Niger dans les années 1990 lui a offert une opportunité décisive. Mécontent du gouvernement du président Mahaman Ousmane, Maïna Sara a pris le pouvoir en 1996, renversant le gouvernement démocratiquement élu et s'autoproclamant chef de l'État. Une fois au pouvoir, Maïna Sara a promis un retour à la démocratie, organisant des élections présidentielles la même année. Toutefois, ces élections ont été entachées d'accusations de fraude et d'irrégularité, jetant le doute sur la légitimité de son élection. En tant que président, Maïna Sara a concentré les pouvoirs, restreint la liberté de la presse et réprimé l'opposition politique. Bien qu'il ait introduit certaines réformes économiques et cherché à nouer des partenariats internationaux, son style autoritaire a suscité de vives critiques. Son régime a pris fin violemment le 9 avril 1999, lorsqu'il a été assassiné par sa propre garde présidentielle lors d'un coup d'État. Numéro 10. Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf a joué un rôle très important, mais malheureusement bref dans l'histoire récente de l'Algérie. Il est né le 23 juin 1919, à une époque où l'Algérie était sous domination française.
Les idées politiques de Boudiaf ont été façonnées durant la lutte acharnée de l'Algérie pour sa liberté. Il a contribué à la création du Front de libération nationale, FLN, le principal mouvement contre la domination française, et a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Son engagement fort en faveur de cette cause lui a valu d'être arrêté et emprisonné par les Français dans les années 1950. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, des désaccords au sein du FLN l'ont mis à l'écart, l'obligeant à vivre au Maroc pendant près de 30 ans. Mais en 1992, alors que l'Algérie traversait une période de troubles marquée par des tensions politiques proches d'une guerre civile, Boudiaf a été rappelé d'exil et nommé président du Haut Conseil d'État, avec la mission de guider le pays à travers cette crise. Son retour a été perçu comme un signe d'espoir en raison de son engagement indéfectible pour l'indépendance de l'Algérie et de sa réputation d'homme intègre. Durant son court mandat présidentiel, il a initié des efforts pour lutter contre la corruption et tenter d'apaiser les tensions grandissantes. Cependant, le 29 juin 1992, il a été assassiné en plein discours public par un garde lié au Front islamique du Salut. Numéro 9. Abdirachid Sharmarke. Abdirachid Sharmarke est né le 8 juin 1919 dans la ville de Hararder, située dans la région centrale de Mudug, en Somalie. En 1943, il a rejoint la Ligue de la jeunesse somalienne, un nouveau parti politique. L'année suivante, il a commencé à travailler pour l'administration civile sous tutelle britannique. Malgré son travail, Sharmarke a poursuivi ses études et a obtenu son diplôme d'enseignement secondaire en 1953. Il a ensuite décroché une bourse pour étudier à l'Université de la Sapienza à Rome, où il a obtenu une licence en sciences politiques. En 1959, après avoir terminé ses études en Italie, Sharmarke est retourné en Somalie et a été élu à l'Assemblée législative peu après. Le 26 juin 1960, le Somaliland britannique a obtenu son indépendance et, le 1er juillet 1960, il a fusionné avec le territoire sous tutelle du Somaliland, anciennement Somaliland italien, pour former la République somalienne. Lorsque la République somalienne a été créée, le président de l'époque, Aden Abdullah Osman Dar, a nommé Sharmarke Premier ministre. En tant que Premier ministre, il a voyagé à travers le monde pour promouvoir une politique étrangère neutre. Il a occupé ce poste jusqu'en mars 1964, date des premières élections générales. Il a été réélu député. Lors des élections présidentielles de 1967, Sharmarke a battu Dar et est devenu le deuxième président de la Somalie, prenant ses fonctions le 6 juillet 1967. En 1968, il a survécu à une tentative d'assassinat lorsqu'une grenade a explosé près de sa voiture, alors qu'il revenait de l'aéroport. Cependant, le 15 octobre 1969, lors d'une visite officielle à la Sanod, il a été assassiné par l'un de ses gardes du corps. Numéro 8. Johnson Aguiyi Ironsi, Thomas Sumunakwe. Aguiyi Ironsi est né le 3 mars 1924 à Ibeku, Umuahia, aujourd'hui situé dans l'État d'Abia, au Nigeria. À l'âge de 18 ans, il a rejoint le régiment du Nigeria. Débutant comme simple soldat dans le 7e bataillon en 1942, il a rapidement gravi les échelons, devenant sergent-major de compagnie en 1946. En 1964, Aguiyi Ironsi a été nommé commandant de l'ensemble des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Congo. En 1965, il a atteint le grade de major général et est devenu le premier officier nigérian à diriger l'ensemble de l'armée du Nigeria, après avoir succédé au major général C.B. Welby Everard. En janvier 1966, un coup d'État mené par le major Chukwuma Nzeogwu a tenté de renverser le gouvernement nigérian, entraînant l'assassinat du Premier ministre Alhaji Tafawa Balewa. Aguiyi Ironsi a réagi rapidement en neutralisant le coup d'État et en emprisonnant Nzeogwu. Le 17 janvier 1966, il a été nommé chef de l'État militaire, une fonction qu'il a occupée jusqu'au 29 juillet 1966, date à laquelle un groupe d'officiers de l'armée du Nord a organisé un contre-coup d'État et l'a assassiné. Dans la nuit du 29 juillet 1966
Alors qu'il séjournait à la résidence gouvernementale d'Ibadan, dans le cadre d'une tournée nationale, Aguiyi Ironsi a été averti par son hôte, le lieutenant-colonel Adekunle Fajuyì, d'une possible mutinerie au sein de l'armée. Malgré ses tentatives pour joindre son chef d'état-major, Yakubu Gowon, il n'a pas réussi à obtenir de réponse. Aux premières heures du matin, des soldats dirigés par Theophilus Danjuma ont encerclé la résidence gouvernementale, menant à la capture et à l'exécution d'Aguiyi Ironsi. Son corps et celui de Fajuyì ont été retrouvés plus tard dans une forêt voisine. Numéro 7. Laurent Désiré Kabila. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, RDC, l'histoire de Laurent Désiré Kabila est celle du changement, du leadership et des divergences. Né le 27 novembre 1939 dans un milieu modeste, Kabila est devenu une figure clé dans l'évolution politique de la RDC, alors connue sous le nom de Zaïre. Dès son jeune âge, Kabila a été fortement influencé par les idées marxistes et un profond sentiment de panafricanisme. Ses convictions l'ont conduit à rejoindre des rébellions contre la domination coloniale belge, puis contre le régime autoritaire de Mobutu Sese Seko. Pendant des années, Kabila a dirigé des groupes rebelles dans des provinces reculées du vaste territoire congolais. Cependant, sa situation a radicalement changé au milieu des années 1990. Avec l'aide du Rwanda et de l'Ouganda, Kabila a lancé une rébellion en 1996 contre Mobutu, dont les 30 ans de règne avaient plongé la RDC dans une crise économique et un chaos politique. En mai 1997, les forces de Kabila ont vaincu Mobutu, mettant fin à son régime. Kabila a alors pris le contrôle d'une nation en quête de stabilité et de reconstruction. Toutefois, l'enthousiasme initial suscité par la rébellion s'est vite transformé en défi lié à la gouvernance. Kabila a été critiqué pour son autoritarisme et accusé de violation des droits de l'homme. La démocratie qu'il avait promise semblait difficile à instaurer, et ses relations avec le Rwanda et l'Ouganda se sont progressivement détériorées. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila a été assassiné par l'un de ses gardes du corps. Numéro 6. Abeid Karum. Abeid Karum est né le 4 août 1905 dans le village de Mwera, à Zanzibar. Jeune, Karum a quitté Zanzibar pour voyager dans divers endroits, notamment à Londres. Là-bas, il a rencontré d'importants penseurs africains, comme Hastings Kamuzu Banda du Malawi, ce qui a élargi sa compréhension de la politique mondiale. Il a renforcé son influence politique en développant le parti Afro-Shirazi et en établissant des liens avec l'Union nationale africaine du Tanganyika. Le 10 décembre 1963, Zanzibar a obtenu son indépendance complète du Royaume-Uni. Le sultan est alors devenu un monarque constitutionnel et les premières élections ont été remportées par le Parti national de Zanzibar, ZNP, et le Parti populaire de Zanzibar et Pemba. Au départ, Karum était prêt à collaborer avec le nouveau gouvernement et avait même averti un policier britannique d'une révolution imminente en janvier. Le 12 janvier 1964, alors que Karum se trouvait sur le continent africain, une révolution a éclaté à Zanzibar, menée par un Ougandais inconnu nommé John Okello. Après la révolution, Okello a invité Karum à retourner à Zanzibar pour devenir président de la République populaire de Zanzibar. Il a également rappelé d'autres exilés zanzibarites, dont le politicien marxiste Abdulrahman Mohamed Babou, qui a rejoint le Conseil révolutionnaire. Okello s'est autoproclamé maréchal, bien que son pouvoir fût incertain. Karum a alors utilisé ses compétences politiques pour obtenir le soutien des dirigeants africains voisins contre Okello et a invité la police du Tanganyika à intervenir pour maintenir l'ordre. Lorsque Okello a quitté le pays, Karum l'a déclaré ennemi de l'État et lui a interdit de revenir. Privés de leur leader et confrontés aux forces tanganyikiennes, les partisans d'Okello n'ont pas résisté. Le grand projet suivant de Karum a été de former une union avec le président du Tanganyika, Julius Nyerere, en avril 1964. Cette union a donné naissance à la Tanzanie et a empêché le pays de se rapprocher de l'Union soviétique, comme le souhaitait Babou. Grâce au soutien du Tanganyika, Karum a écarté Babou, qui a finalement fui la Tanzanie après avoir été accusé d'avoir comploté son assassinat en 1972.
La vie de Karoum s'est brutalement arrêtée en avril 1972, lorsqu'il a été assassiné à Zanzibar. 4 hommes armés lui ont tiré dessus alors qu'il jouait au domino au siège du parti Afro-Shirazi. Choix du jour par nos abonnés. Au cœur d'une ville africaine, le président Kofi Mwamba se tenait fièrement, symbole d'espoir pour son peuple. Connu pour son courage et sa vision, il s'efforçait sans relâche de sortir son pays de la pauvreté et des conflits. Un soir fatidique, alors qu'il s'adressait à une foule joyeuse sur la place centrale, une personne dans l'assemblée leva discrètement la main, cachée dans les plis d'une vieille veste. Un coup de feu brisa le silence de la nuit, semant la panique parmi les spectateurs. Le président Mwamba s'effondra, tenant sa poitrine, les yeux écarquillés de stupeur. L'assassin disparut dans la foule, laissant derrière lui une nation en deuil et de nombreuses questions sans réponse. Dans les jours qui suivirent, le pays pleura son dirigeant. Des veillées aux chandelles furent organisées dans tous les quartiers pour rendre hommage à un homme dont les ambitions avaient été brutalement interrompues. Au milieu du chagrin, des rumeurs de complot se répandirent dans les rues. Qui aurait pu être derrière l'assassinat tragique du président Kofi Mwamba? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. Numéro 5. Murtala Muhammad, Murtala Ramat. Muhammad est né à Kano le 8 novembre 1938. Il a dirigé un contre-coup d'État en 1966 qui a renversé la dictature militaire de Johnson Aguiyi Ironsi. Muhammad est devenu une figure clé pendant la guerre civile nigériane. Le 13 février 1976, le général Muhammad se rendait au travail comme d'habitude, empruntant George Street. Aux alentours de 8 heures du matin, alors que sa Mercedes-Benz avançait dans l'importante circulation de Lagos, près du secrétariat fédéral, un groupe de soldats l'a pris en embuscade et l'a assassiné. Ces soldats faisaient partie d'un coup d'État manqué, dirigé par le lieutenant-colonel Bouka Souka Dimka. Ils ont attaqué la voiture de Muhammad, tuant ce dernier ainsi que son aide de camp, le lieutenant Akintunda Akinsehinwa. Leur seule défense était un pistolet porté par son ordonnance, ce qui a facilité l'assassinat. L'assassinat de Muhammad faisait partie du coup d'État tenté par Dimka. Ce dernier a été capturé et exécuté pour trahison le 15 mai 1976 à la prison de haute sécurité de Kirikiri à Lagos. Numéro 4. Ahmed Abdallah Abdirahmani. Ahmed Abdallah est né le 12 juin 1919 à Domoni, sur l'île d'Anjouan. Son rôle dans le gouvernement a débuté dans les années 1940, alors que les Comores étaient sous domination française. Il a occupé le poste de président du Conseil de 1949 à 1953, puis a dirigé la Chambre des députés dans les années 1970. En 1972, Abdallah a pris la tête de l'Union démocratique des Comores et est devenu président du Conseil du gouvernement et ministre en chef jusqu'au 6 juillet 1975, lorsque les îles ont obtenu leur indépendance de la France, à l'exception de Mayotte. Abdallah est devenu le premier président des Comores indépendantes, mais il a été évincé. Malgré 3 changements soudains de pouvoir, Abdallah est resté président. En 1982, il a dissous tous les partis politiques, y compris l'UDC, et a établi l'Union comorienne pour le progrès, UCP, comme unique parti légal, marquant ainsi le début d'un régime autoritaire. Durant cette période, des mercenaires dirigés par Bob Denard ont exercé un contrôle sur le pays, s'appropriant également de vastes terres pour construire des hôtels luxueux destinés aux touristes occidentaux. Abdallah a conservé son pouvoir grâce à des élections contrôlées en 1984 et 1987, en réprimant l'opposition et en permettant à Denard d'exploiter économiquement le pays. Son règne controversé a pris fin lorsqu'il a été assassiné dans son bureau à Moroni le 26 novembre 1989. Numéro 3. Abdallah Isaac Dero. Abdallah Isaac Dero est né en 1950. Membre du clan Rahawan, il l'a représenté lors de la Conférence nationale de paix en Somalie en 2000, connue sous le nom de Conférence de Djibouti. À la suite de cette conférence, il a été élu président du Parlement du gouvernement national de transition, TNG, le 20 août 2000. Durant son mandat en tant que président du Parlement, il a supervisé l'élection d'Abdi Kassim Salah Hassan
à la présidence du TNG au cours de la même conférence. En août 2003, Dero a été destitué de son poste de président du Parlement, une décision qu'il a contestée, arguant que le mandat du TNG avait déjà expiré plus tôt ce mois-là. Plus tard, en 2004, il a été nommé ministre des Affaires constitutionnelles et fédérales dans le gouvernement fédéral de transition, TFG, successeur du TNG, par le président Abdoulaye Youssouf Ahmed. Tragiquement, le 28 juillet 2006, après avoir quitté la prière du vendredi, dans une mosquée de Baidoa, où le TFG avait son siège temporaire, Dero a été assassiné par un tireur isolé. Numéro 2. Mariane Ngouabi. Mariane Ngouabi est née le 31 décembre 1938 dans le petit village d'Ombélé, situé dans le département de la Cuvette, dans la région du Kouyou, aujourd'hui en République du Congo. Il est devenu l'un des dirigeants africains les plus dynamiques et les plus jeunes. Sa carrière militaire précoce a façonné son avenir, lui enseignant la discipline, la stratégie et les défis du pouvoir. Fort partisan du marxisme, Ngouabi était convaincu que le socialisme était la clé de la véritable liberté et du progrès pour les pays africains nouvellement indépendants. En 1969, alors que le pays était plongé dans le chaos politique et plusieurs coups d'État, Ngouabi a pris le contrôle de la République du Congo. Il l'a rebaptisée République populaire du Congo, en accord avec ses convictions socialistes. Il a instauré un État à parti unique sous le Parti congolais du travail, PCT, et a lancé des réformes socialistes, prenant le contrôle des principales industries et redistribuant le pouvoir. Cependant, le règne de Ngouabi n'a pas été sans difficulté. L'armée qui l'avait aidé à accéder au pouvoir est devenue une source de problèmes. Alors qu'il cherchait à réduire le tribalisme et à renforcer l'unité nationale, ses efforts ont souvent rencontré de la résistance. La richesse pétrolière du pays, plutôt que d'être une bénédiction, est devenue une source de conflit, différents groupes cherchant à en prendre le contrôle. Ngouabi a fait face à de graves menaces de l'intérieur, y compris plusieurs tentatives d'assassinat. Conscient des difficultés à gouverner une nation postcoloniale diverse, il a cherché à maintenir son pouvoir, ce qui l'a parfois conduit à réprimer l'opposition. Malgré ses efforts, sa vie s'est tragiquement terminée le 18 mars 1977, lorsqu'il a été assassiné à Brazzaville. Numéro 1. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onaloa, au Congo belge, est devenu une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de son pays. Il était un fervent défenseur du panafricanisme et du patriotisme congolais. Lumumba rêvait d'un Congo uni et libéré de l'influence étrangère, où ses immenses richesses naturelles profiteraient à son peuple plutôt qu'à d'autres nations. En juin 1960, son rêve s'est concrétisé lorsque la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance de la Belgique. Lumumba est devenu le premier ministre du pays, mais il a dû faire face à de nombreux défis. La transition soudaine du régime colonial à l'indépendance a laissé le pays sans structure gouvernementale expérimentée. De plus, des mouvements séparatistes, notamment dans la riche province du Katanga, dirigée par Moïse Tshombe, ont aggravé la situation politique. Le style de leadership de Lumumba et son refus de céder aux pressions occidentales ont suscité la controverse. Son rapprochement perçu avec le bloc soviétique a renforcé les inquiétudes des puissances occidentales. En septembre 1960, en pleine crise politique, le président Joseph Kasavubu l'a démis de ses fonctions. Toutefois, Lumumba a contesté cette décision, entraînant une lutte pour le pouvoir. En décembre 1960, Lumumba a été arrêté par des forces loyales à Joseph Mobutu, qui avait orchestré un coup d'État avec le soutien occidental. Il a été assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga.